Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 7e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Anissa. Anissa est bénévole pour l'association Le Graal, qui œuvre principalement à la réhabilitation d'animaux de laboratoire, et notamment des chiens. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Berlioz, à qui elle a pu offrir une nouvelle vie après 3 ans passés en labo. Anissa nous parle aussi de la mission du Graal, de son rôle en tant que chargée de réhabilitation et du parcours peu commun des chiens réhabilités. Enfin, Anissa nous donne des conseils spécifiques à ce genre d'adoption pour ceux qui aimeraient un jour se lancer dans cette aventure. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Anissa. Salut Anissa! Salut Claire, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. On va commencer par une présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Oui, tout à fait. Donc moi, c'est Anissa Aïdat. J'ai 29 ans et je suis dans la vie de tous les jours professeure de français langue étrangère. Je suis passionnée par les animaux depuis toujours et engagée auprès d'associations animales. D'abord locales, j'ai été bénévole SPA pendant quelques temps et ensuite je suis partie à l'étranger auprès d'une association en Guinée qui sauvegarde les chimpanzés et actuellement bénévole pour l'association Graal. Trop cool. Oui, je crois que tu as un chien. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Oui, alors j'ai un beagle de 6 ans, bientôt 6 ans, qui s'appelle Berlioz. C'est un ex-chien de laboratoire qui a été réhabilité du coup après 3 ans de labo, qui était très peureux au départ, mais finalement avec du temps, de l'amour, il est bien mieux dans ses patounes et finalement c'est un vrai petit curieux. Ah, trop cool. Bon, on va y revenir, mais est-ce qu'avant ça, tu pourrais nous parler un peu de ton expérience antérieure avec les chiens avant d'avoir Berlioz ? Ouais, tout à fait. Donc moi j'ai eu mon premier chien quand j'avais 3 ans. Je rêvais d'un chien, j'étais seule, j'avais pas de frères et sœurs. Du coup, je rêvais d'un chien, je bassinais mes parents avec ça tous les jours. Mais à l'époque, on vivait en appartement, donc c'était compliqué. Et finalement, on a déménagé en maison, et comme je continuais à les bassiner avec ça, ils m'ont offert mon premier chien. C'était un petit York qu'on a gardé 11 ans, et il est mort malheureusement après. Moi, j'avais pas de frères et sœurs, comme je te disais, donc mon chien, c'était mon meilleur ami. Il dormait dans mon lit en cachette. Ma mère était pas trop pour, mais il arrivait à s'incruster dans le lit le soir. Enfin bref, c'était l'amour de ma vie à l'époque, mon meilleur ami. Finalement, il est mort du coup quand j'avais 14 ans et on a attendu 6 bonnes années avant de réadopter un loulou. On a été chercher un petit chihuahua 6 ans plus tard, un petit amour aussi, qui avait 2 mois à l'époque, et on a redécouvert le bonheur d'avoir un chien, et on s'est trouvé vachement bête d'avoir attendu 6 ans avant de remettre ça, parce qu'on s'est privé d'un bonheur incommensurable pendant toutes ces années. Voilà. Ok, et donc ça, c'est des chiens que tu as eus avec tes parents, du coup ? Ouais, tout à fait, ouais. C'était les petits chiens de famille qu'on aimait tous. Ouais, bah oui, oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours alors, toi, en tant qu'adulte, comment ça s'est fait ? Qu'est-ce qui s'est passé avant d'avoir Berlioz alors ? Donc moi, j'ai toujours plus ou moins vécu avec un chien, sauf pendant un petit laps de temps de 6 ans du coup. J'ai obtenu mon diplôme, je suis partie direct en Guinée pour aider une association du coup de sauvegarde des chimpanzés. Et j'ai pas ressenti le manque tout de suite parce que du coup là-bas, j'étais au contact des chimpanzés tous les jours. Donc j'ai pas senti le manque du chien, etc. Je suis rentrée hyper contente de retrouver notre petit chihuahua Meiko, mais voilà, ça s'arrêtait là. Et finalement, je suis partie après ça au Japon pendant 1 année, toute seule du coup, sans chien, sans animaux. J'étais dans une coloc de folie avec des filles au top, on faisait des fêtes, on mangeait ensemble, enfin c'était la folie. Mais tu sais, je sentais qu'il il me manquait un petit truc, il me manquait ma petite présence canine là, à laquelle j'étais habituée. Et au final, ça a été 1 année qui était globalement assez difficile de ce côté-là. Je voyais des chiens dans la rue, j'étais complètement folle. J'allais les caresser, j'en faisais des papouilles et tout. Enfin bref, la folie. Et là, ça a été un peu le déclic, tu sais. Je me suis dit, ok, finalement, je suis pas capable de vivre sans chien. Dès que je rentre en France, je saute sur l'occasion et j'adopte mon propre chien qui me suivra du coup partout où j'irai par la suite. Et voilà, je suis rentrée du Japon et j'ai adopté mon petit loup.
À la base, c'était pas prévu tout de suite. Je devais repartir faire du bénévolat. Et finalement, les dates qu'on me proposait à l'étranger collaient pas en fait avec mes projets futurs. Ça m'a pas mal embêtée sur le coup, et au moment où j'ai complètement lâché l'affaire, dépitée de pas pouvoir repartir, je me suis connectée à mon Facebook et je suis tombée sur une annonce du Graal du coup, qui annonçait qu'il y avait des petits biglous de disponibles à la SPA de Millau. J'ai, sans réfléchir, contacté la SPA. Ils m'ont dit que c'était des adoptions qui étaient possibles partout en France, parce que je viens de Lille de base, donc pas du tout dans la région. Je les ai contactés, ça s'est fait, et 2 semaines après, juste après sa stérilisation, j'étais en route pour Millau pour aller récupérer du coup mon meilleur pote maintenant, mon partenaire dans la vie. Ah, trop cool. Bah, écoute, c'est une belle histoire. Est-ce que tu peux nous raconter alors comment ça s'est passé, l'arrivée de Berlioz, et notamment ce que tu sais de son parcours avant d'arriver chez toi? Berlioz, c'est un petit loulou qui a passé 3 ans en laboratoire et sur qui on a testé des vaccins. Donc on n'a pas plus d'informations que ça, hein. On ne sait pas de quel labo il provient, etc. Puisque moi, en tant qu'adoptant, on n'a pas accès à ces informations-là pour préserver la confidentialité. Donc j'ai pas plus d'infos sur son passé, si ce n'est qu'il vivait avec des chiens, que du coup il en avait pas peur du tout. Et voilà, pour son passé, ça s'arrête là. Par contre, quand j'ai été le chercher, coup de cœur de ma part. J'ai vu sa petite bouille, c'était sûr, c'était mon chien, c'était pas un autre. Lui, de son côté, il était un peu plus mitigé, hein. C'était pas comme on peut s'imaginer ou comme on voit dans les films. On arrive, on entre dans le box, le chien nous saute dessus, des petites léchouilles sur le visage. Non, pas du tout, on est bien d'accord. Donc, dans un premier temps, il avait été amené dans le bureau de l'accueil. Il était lâché, et puis bah voilà, c'était pour voir les premiers contacts. C'est pas trop approché, il était resté sous le bureau, il se cachait au plus possible. Finalement, je l'ai promené pendant 10-15 minutes après, donc on lui a passé le harnais, la laisse, etc. Je l'ai sorti tranquillement, et c'était pas l'amour fou, hein. Il m'a pas sauté dessus, etc. Moi, c'était coup de cœur confirmé. Du coup, je suis partie avec lui. Une demi-heure après, je signais les papiers et je partais avec mon petit loulou. Du coup, j'avais 11 heures de route, hein, parce que je viens de Lille, je suis partie le chercher à Millau. Donc le trajet du retour, ça a été un petit peu compliqué, il était pas mal stressé, il savait pas trop comment se poser dans la voiture. Bon, j'imagine que voilà, il avait jamais eu de transport si long, hein. On faisait des petites pauses pipi, c'est là qu'on a découvert qu'il connaissait très certainement pas l'extérieur, parce que bon, il évitait l'herbe tant qu'il pouvait, il restait sur le béton le plus possible. Les aires d'autoroute, c'était un peu compliqué aussi, parce qu'il y avait beaucoup de passages, beaucoup de voitures, beaucoup de gens. Donc c'est un petit biglou avec la queue toujours entre les jambes, ce qui n'est pas le beagle, hein, on va pas se mentir, Ouais. serein. Ouais. Mais oui, donc ça a été pour le transport, un peu compliqué. Ensuite, on est arrivé à la maison, on l'a présenté du coup au petit Meiko, le petit chihuahua de la famille. Tout s'est très bien passé. À partir de là, ils se sont tout de suite acceptés l'un l'autre. Berlioz a eu La première nuit a été difficile. La première nuit, elle a Mhm. été assez compliquée. Il n'a pas beaucoup dormi. De ce fait, moi non plus. Je l'entendais tourner au couloir. On lui avait aménagé en fait le couloir d'entrée, et il avait accès, tu sais, au dessous de l'escalier. Donc il avait tout le dessous de l'escalier pour lui, tout le couloir pour lui. On avait aménagé ça comme il fallait, et pour éviter qu'il stresse, pour qu'il ait un petit coin confiné, tu sais, un petit coin douillet. Ouais. Mais Ouais. il a pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le premier jour aussi, je vais pas le cacher, voilà, dans la maison c'est plutôt compliqué pour l'approcher, donc pour les balades, lui passer le harnais, etc. C'était du sport, mais bon, éventuellement on y arrivait. Et par contre, il y a eu le déclic, je pense, de son côté la deuxième nuit à la maison. Où tout Ouais. s'est très très bien passé. Donc on l'a laissé dans le couloir, j'avais laissé la porte de ma chambre ouverte, tout allait bien. Et 10 minutes peut-être après être montée dans ma chambre, j'ai entendu des petites patounes dans l'escalier. Alors bon, moi j'étais contente, hein. Et finalement j'ai vu sa petite bouille apparaître sur le pas de la porte. Et je l'ai tout naturellement invité à grimper sur le lit. Et étonnamment, il est venu. Il a grimpé sur le lit et il est venu direct au niveau de ma tête. J'ai pu le caresser, j'ai pu lui faire des petites papouilles, des petits bisous, etc. Et à partir de là, ça a été la première nuit d'une longue liste, hein, parce que le petit Pacha, là derrière, il a son panier bien douillet, mais non, monsieur dort dans les lits. Voilà. Ah ouais, trop cool, ouais, c'est une chouette histoire. Donc ouais, il y a eu quelques heures, allez, une grosse journée d'un peu de flottement où il savait pas trop où il était, et puis Ouais, après c'est ça. ça a été C'est ça. bien.
Et à partir de là, c'est vrai que je pense que vraiment ça a été un déclic dans sa tête, donc ça s'est fait très rapidement, hein, pour mon plus grand plaisir. À Mm. partir de là, ça allait, je pouvais l'approcher, enfin en tout cas moi, c'était difficile avec les autres membres de la famille à ce moment-là, mais je pouvais l'approcher sans problème, on allait en balade tranquillement, il était moins stressé, etc. Donc c'est vrai que ça a été un déclic de son côté. Ouais, 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 puis t'as tout de suite identifié comme son référent, quoi. Je pense que ouais, 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 je pense que ouais. Et c'est vrai que même maintenant, on en parlera sûrement plus tard, mais Mm. ça reste une de ses plus grandes difficultés. C'est il a pas mal d'hyperattachement. On travaille dessus évidemment, mais c'est vrai que si je suis pas là pour les balades, c'est pas la même chose. Tu sais, il a sa petite queue toute baissée. Enfin, c'est un peu plus difficile. Donc on travaille dessus, mais ouais, c'est ça. Mm. Ok. Et je voulais te demander comment ça s'est passé donc les premiers mois. Alors, est-ce que niveau éducation, propreté, Mhm. alimentation, comment ça s'est passé pour lui? Parce que c'est quand même un changement assez rude. Enfin, assez Ouais. rude. Ouais, C'est ouais. un beau changement, mais c'est beaucoup de changements d'un coup. Comment ça s'est passé de ce côté-là? Alors, c'est des chiens, en général, hein, je parle pas que de Berlioz, mais qui sont très intelligents et qui, malgré ce qu'on peut en voir au début, etc., apprennent très très vite et s'adaptent Mhm. très très vite. Le début a été dur, c'est sûr. Les balades, quand c'est des chiens qui ne sont jamais sortis, évidemment que tout est source de découverte. Quand on les récupère adultes, d'autant plus parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être confrontés à toutes ces situations de la vie normale, de la vie courante d'un chien tout petit. Donc c'est des situations qui sont vachement effrayantes pour eux. Quand on le sortait, il avait peur, tu sais, des branches d'arbres qui bougeaient avec le vent, il avait peur des vélos, il avait peur des gens, il avait peur des chiens qu'il n'avait jamais vus, les grands chiens, tu sais, les races de Mhm. grands chiens, etc. Il avait vu des beagles, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et tout était sujet à stress. Alors, je tiens à préciser aussi que, attention, les animaux de laboratoire, je parle des chiens parce qu'on parle des chiens ici, mais les animaux de laboratoire, en règle générale, sont certes effrayés de tout au début, mais absolument pas parce qu'ils ont été battus en laboratoire, etc., etc. Ils ont juste passé la période charnière de socialisation en laboratoire et du coup n'ont pas été confrontés à toutes les situations de la vie normale en étant jeunes. Cette non-socialisation, entre guillemets, qui les rend craintifs de tout, c'est pas parce qu'ils ont été frappés par l'être humain, ceci, cela, Mhm. y a pas de ça. Ça résulte pas forcément d'un traumatisme, C'est ça, c'est mais, ça. mais voilà, en tout cas, c'est une découverte, quoi. Oui, c'est ça. C'est pareil pour les êtres humains. On avait beaucoup de mal quand ils voyaient des êtres humains dans la rue. Alors, ils voulaient changer de trottoir, c'était un peu compliqué. Pareil, c'est pas parce qu'il a été frappé par l'être humain, c'est que voilà, il a connu, on va dire, une petite dizaine d'êtres humains dans sa vie, toujours les mêmes, et les autres, jamais vus, jamais entendus, voilà. Donc, c'est vrai que c'est compliqué au début. Mais malgré tout, il s'est très très vite adapté. Berlioz a été propre en à peine un petit mois. Il a commencé à bien répondre aux rappels en un petit mois aussi. Il faisait sa première balade sans laisse un mois et demi après son arrivée à la maison, donc très rapide, tout le monde était très Waouh. content. Ouais. Et ouais, franchement, on n'a pas de soucis, on n'a pas eu de soucis à déplorer, mis à part ça. Au début compliqué, on l'a beaucoup baladé dans les mêmes lieux de balade, toujours le même trajet, la même durée, etc. Pour vraiment l'habituer à ces trajets-là, à être confronté aux joggers, aux vélos, aux lapins, aux canards, parce on a des canards et des lapins là-bas, pour vraiment qu'ils soient désensibilisés au maximum et le plus rapidement possible. Et je pense que c'est ce qui lui a permis d'être lâché rapidement. C'était un coin qu'il Mm. connaissait par cœur, on le baladait 3 fois par jour, une bonne heure et demie. Voilà, ça fait pas mal dans la journée et il connaissait le lieu comme sa poche, littéralement. Et quand on l'a lâché, voilà, il n'y avait aucune crainte, tout s'est très bien passé. Et à partir de là, ouais, du coup, il a commencé les balades sans laisse pratiquement 100% du temps. En tout cas, dès que les conditions le permettaient, voilà, il était en libre. Trop cool. Et c'est assez rare pour le souligner quand même, parce que un beagle lâché en libre pendant toute une balade, c'est pas chez nous que ça arrive, hein? Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression que les chiens de labo n'ont pas d'instinct de chasse. En tout cas, pas aussi développé que les beagles standards, tu sais.
Ouais. Du coup, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour le rappel et tout ce qui est balade sans laisse. Ils ont Mm. je pense naturellement un bon suivi naturel du fait qu'il y a une très forte connexion rapidement. Et pareil pour le rappel, tu sais, ils vont pas voir un lapin et partir pendant des heures à la Ouais. poursuite du lapin. En tout cas, à ma connaissance, j'ai jamais entendu ça. Ça doit arriver, il doit y avoir quelques exceptions quand même, mais c'est vrai que généralement, j'ai pas l'impression que ce soit très répandu. Ouais, ouais. On va reparler d'où ils viennent et de la sélection qu'ils ont. Donc forcément, je pense qu'effectivement, ça joue. On en reparlera un peu plus tard. Et Mhm. par exemple, ça veut dire qu'ils ils pistent pas? Pas du tout. Ils passent pas la balade le nez par terre à Non, pister non, non. Alors, évidemment, quand il y a des bonnes petites odeurs de copains, etc., il va renifler, mais c'est pas un chien qui va détaler pendant des heures ou qui va voir un lapin partir ou voir le lapin détaler puis chercher sa trace au sol. Pas du tout. Et pour te dire, le petit loup là derrière, on est en balade, on habite en campagne, donc les lapins, il y en a pas mal. Il voit des lapins le soir se balader dans les champs, etc. Il est à deux doigts de s'asseoir et les regarder gambader. Donc, on n'a pas ce problème-là, je t'avoue que. Ah ouais, 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 les d'accord. oiseaux, tout ça, c'est pas quelque chose qui l'attire. Ouais, pour ça, on n'a pas de problème. Un bon rappel. Trop cool. Trop, trop bien. Bah franchement, trop bien parce que Oui, c'est pas c'est facile, pratique. hein. Oui, je sais. C'est hyper pratique. Ouais, ouais. C'est vrai. Je sais parce que du coup, nous, on a pris quelques leçons d'éducation au début. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais. C'était plutôt pour la sociabilisation, tu sais, pour qu'il ait l'habitude de voir d'autres chiens, etc. J'ai très vite arrêté au final parce que je te dis, c'est pas un chien un problème, hein, l'éducation, ça s'est fait très vite. Mais on a très vite arrêté parce que j'ai rejoint un groupe Facebook du coup de Beagle de ma région, avec qui du coup j'ai commencé à organiser des petites balades toutes les semaines en meute. Et c'est pour ça que je sais que le rappel c'est pas forcément inné chez les Beagle. Ok, C'est d'accord. ça. Ouais, ouais, je vois. Ah, trop, trop bien. Ouais, alors aujourd'hui, comment va Berlioz? Ah, aujourd'hui, très très bien. Alors, le jour et la nuit, hein, comparé au début. C'est vrai qu'au début, tu sais, quand je le baladais en laisse, etc., les premières semaines, les gens nous regardaient un petit peu de travers dans la rue parce que, tu sais, ils sursautaient au moindre bruit, etc. Je Hmm. pense que les gens devaient se dire, oh, regarde, ce pauvre chien, il a dû être battu, nanana. Pas du tout. Il a juste rien connu de la vie normale, c'est tout. Tu sais, quand on avait tendance à discuter avec les gens, ils nous disaient souvent, mais qu'est-ce qu'il a, votre chien il est stressé, il s'est passé quelque chose. Alors on lui expliquait un petit peu que non, il a juste rien connu de la vie, c'était un chien de laboratoire. Les gens étaient super surpris. Et c'est vrai que maintenant on n'a plus ça. Maintenant on a l'impression que c'est un petit loulou qui a toujours connu une vie normale. Il est très bien dans ses patounes. Alors attention, il garde quelques peurs. Il a peur encore de certaines personnes, plus les hommes, c'est qui sont naturellement plus imposants que les femmes, hein, on va pas se mentir. Mhm. Il a un peu plus de mal avec les hommes encore à l'heure actuelle. Ça va bientôt faire 3 ans qu'on l'a, mais c'est pas encore 100%, 100% passé. On travaille bien sûr dessus, mais il y a du mieux. Un peu d'hyperattachement quand même. Voilà, mais mis à part ça, c'est un petit toutou bien dans ses patounes. On voyage beaucoup, du coup, il a la chance de beaucoup Ouais. voyager. On a visité un peu la France, bien sûr, l'Italie, on a fait les Pays-Bas, on a fait la Belgique, le Luxembourg, et on est parti au Mexique aussi, où on aurait dû rester quelques temps, puisqu'à la base, je devais y aller pour travailler. Bon, à cause du Covid, on est rentré plus vite que prévu, mais voilà, c'est un petit voyageur et franchement, il arrive à s'adapter partout, dans toutes les situations, sans aucun problème. Donc ouais, on peut dire qu'il s'en est bien remis. Ah, trop cool, c'est un petit battant. Ouais, c'est ça. Ah, trop, trop chouette. Tout à l'heure, en présentation, tu nous as dit que tu étais bénévole au Graal. On va revenir sur ton Mhm. expérience en tant que bénévole et voir ce que tu fais, mais est-ce que tu pourrais nous présenter ce que c'est que le Graal pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas? Donc, le Graal, c'est le groupement de réflexion et d'action pour l'animal. Ça a été créé en 97 par Marie-Françoise Lheureux, qui est notre présidente actuellement. Qui était de base une association qui a été créée pour l'abolition de la corrida, pour la protection animale en général, et qui de base n'avait pas pour vocation, on va dire, de réhabiliter les animaux de laboratoire. En 2005, cependant, après une petite réhabilitation qui s'est très bien passée, c'est devenu la mission principale du Graal. Donc ça devient l'organisation sur le plan national tout d'abord, et plus récemment international, de la retraite des animaux de laboratoire. Actuellement, on est encore les seuls à proposer, en tout cas en France, une réhabilitation de toutes les espèces confondues.
Donc quand je dis toutes les espèces confondues, on va du poisson aux animaux domestiques standards, tout ce qui est chien, chat, les nacs, aux animaux de ferme, donc on a des cochons, des vaches, des brebis, etc. Et on a même des lamas de temps en temps. Il y a des chevaux aussi, non? Oui, on en a eu aussi. On a un pôle équidé aussi. On essaie de sortir des chevaux de maltraitance, etc., etc., sans forcément avoir de lien avec les laboratoires. Mais disons que c'est la mission principale du Graal. C'est une asso qui est 100% bénévole également. On est actuellement 35 bénévoles et on est répartis en 7 pôles différents. Donc on a le pôle réhabilitation, communication, juridique, contact, traduction, équidé, et on a un pôle conseil aussi avec des vétérinaires et des comportementalistes ce qui permet aux adoptants quand ils rencontrent des difficultés avec leurs animaux adoptés de pouvoir avoir des conseils là-dessus. Et voilà, ça c'est pour les bénévoles. Le Graal ne dispose pas de structure d'accueil lors de la réhabilitation des animaux. C'est pourquoi on fait du coup appel à des refuges partenaires. On a des refuges partenaires un peu partout en France, on en a aussi quelques-uns à l'étranger. Et c'est ces refuges-là qui nous permettent du coup de placer les animaux en réhabilitation. Et juste pour les chiffres clés, parce que c'est quand même super intéressant, depuis 2005, le Graal a réhabilité plus de 4500 animaux de laboratoire. Et puisque c'est un podcast de chiens, on va parler des toutous. On a réhabilité depuis 2005 plus de 1900 chiens. Et normalement, cette année, on devrait passer la barre des 2000. Voilà. Trop cool. Trop bien. Bah, c'est une super belle asso en tout cas. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais toi en tant que bénévole au Graal? Quelle est ta mission? Oui, alors moi je suis chargée de réhabilitation bénévole. Donc je suis bénévole pour le pôle réhabilitation. Je me charge en fait du coup de trouver un placement pour les animaux qui sont en réhabilitation. Notre rôle à nous au pôle réhabilitation, c'est d'être vraiment l'intermédiaire entre les laboratoires et les refuges pour préserver au maximum l'anonymat des laboratoires et pour permettre du coup la réhabilitation des animaux. Ok, d'accord. Trop cool. Alors, on va principalement parler de chiens, comme tu le disais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des chiens qui sortent de laboratoire avec l'aide du Graal? Est-ce que c'est que des beagles? Parce que souvent, on voit beaucoup de beagles. Quel âge ils ont? Quel type de tests ils ont reçus? C'est quoi un peu les grandes typologies qu'on retrouve? Oui, en majorité, les chiens de laboratoire sont des beagles. J'ai pas les chiffres exactement, mais je dirais comme ça à vue d'œil que allez, 95% des chiens de laboratoire seraient des beagles. J'ai pas les chiffres, hein, on est bien d'accord, ça vient de ce que je vois. On a plus rarement du coup des golden retrievers ou quelques braques. Je t'avouerai que j'ai vu une réhabilitation de braque depuis que je suis au Graal. Des golden retrievers, j'en ai pas vu, donc c'est pour te donner une petite idée. On a de tout âge, on peut avoir des chiots qui sortent après quelques mois de laboratoire, comme des petits seniors qui ont 10, 11, 12 ans, qui sortent de labo. Ça dépend vraiment les études pour lesquelles ils ont été choisis. Mais du coup, ouais, on a vraiment de tout âge. Quand ils sortent de labo, par contre, il faut savoir que c'est des animaux qui sont obligatoirement en bonne santé. Ils ont été vus par un vétérinaire qui du coup, rédige des certificats vétérinaires de bonne santé. Ils doivent être à jour dans les vaccinations et avoir subi des tests légers ou modérés. C'est-à-dire que légalement parlant, les animaux qui ont subi des tests trop lourds n'ont pas le droit de sortir. C'est pas un choix des labos, c'est que voilà, c'est pas possible. Il faut aussi que ce soit des animaux qui ne sont pas un danger pour l'homme, évidemment, ou pour l'environnement. Donc, évidemment, tous les tests ne sont pas concernés non plus. Et il faut que ce soit des animaux qui soient sociables. C'est des animaux qui, généralement, au début, comme on le disait tout à l'heure, ont peur de tout. Pas du fait de ce qu'ils ont vécu par l'être humain, c'est-à-dire ils n'ont pas été battus, ils n'ont pas été frappés, etc. Mais évidemment, ils n'ont pas la vie de chiens de famille, hein, on est bien d'accord, c'est pas des chiens qui dorment sur les canapés et sur les fauteuils, hein, mais c'est pas des chiens qui ont été maltraités en laboratoire, ils connaissent juste rien. Donc quand on les récupère au début, c'est un petit peu difficile. Mais finalement, tout se met en place assez rapidement, ils s'adaptent très vite. Ok, trop cool. Et alors, quel est le parcours des chiens de laboratoire? Notamment, on va parler des élevages. Je crois qu'ils viennent d'élevages assez spécifiques. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça se passe, le parcours d'un chien de laboratoire, de sa naissance jusqu'à sa réhabilitation en famille? Alors, il faut savoir que oui, en effet, les chiens de laboratoire, c'est pas des chiens qui proviennent de n'importe où. C'est-à-dire que c'est pas des chiens qui proviennent d'animalerie, c'est pas des chiens qui proviennent d'élevage de particuliers, etc.
Il y a des élevages spécifiques en France et ailleurs dans le monde, hein, qui justement élèvent, on va dire, des chiens de laboratoire. Ces élevages existent, je peux pas te dire combien il y en a, je peux pas t'expliquer les conditions de vie, etc. On voit beaucoup de choses sur Internet, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, j'en sais rien, hein. On n'y est pas allé, et on n'est pas en contact avec eux non plus. Mais voilà, c'est des chiens qui doivent venir d'élevages spécifiques parce qu'ils doivent répondre à des critères spécifiques. Il ne faut pas qu'ils soient trop grands, il ne faut pas qu'ils soient trop petits. Voilà, il y a des critères auxquels ils doivent répondre. Il y a des chiens qui sont réformés, par exemple, de labo parce qu'ils arrivent, ils sont trop petits en taille, etc. Et il faut qu'on sache d'où ils viennent et qu'on connaisse leurs antécédents médicaux, évidemment, pour éviter de, j'imagine, fausser les études, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a ces élevages qui existent. Donc une fois qu'ils sont envoyés en laboratoire, du coup ils vont subir l'étude pour laquelle ils ont été amenés là. Et quand ils sont arrivés en fin de protocole, s'ils répondent aux conditions qui ont été citées plus tôt, ils peuvent être réhabilités et ils sont réhabilités via le Graal du coup. Ok, d'accord. Et donc tu disais qu'il pouvait arriver qu'ils soient réformés aussi. Dans ce cas-là, le Graal prend l'intermédiaire. Pareil que pour les réhabilitations ou comment ça se passe? C'est un peu ça en fait. Alors, je ne sais pas si les éleveurs réforment d'eux-mêmes des chiens ou ne les envoient pas en laboratoire du fait qu'ils soient trop grands, trop petits, ceci, cela, j'en sais rien. Mais je sais par exemple que certains laboratoires nous ont déjà contactés pour nous dire tel chien ne pourra pas participer à telle étude, donc on souhaiterait le proposer en réhabilitation. C'est déjà arrivé. D'accord, ok. Ok, ok. Comment se déroule une réhabilitation alors? Alors, la réhabilitation, elle se déroule en 3 temps, on va dire. Le premier temps, du coup, bah, c'est le contact avec le laboratoire. Donc, je précise que les animaux du Graal ne sont pas saisis ni par le Graal, ni par une quelconque autorité. C'est des animaux qui sont proposés en réhabilitation par les laboratoires. C'est le laboratoire qui enclenche la démarche en venant vers nous et en nous proposant du coup des animaux à la réhabilitation. Donc les laboratoires viennent vers nous, on leur demande généralement le nombre, le sexe, l'âge des animaux, le comportement, etc. pour qu'on puisse ensuite leur chercher un accueil qui convient. Une fois qu'on a toutes les informations du laboratoire, du coup on va passer à la deuxième phase qui est la recherche de refuges accueillants. On contacte nos refuges partenaires, tout d'abord au plus proche du laboratoire pour tout simplement éviter les temps de transport trop longs et donc trop de stress pour les animaux. On essaie de contacter les refuges les plus proches et voilà, et on leur demande s'ils ont quelques places pour tel animal, donc on leur communique les infos qu'on a, à savoir le sexe, l'âge, le comportement, s'ils vivent ensemble, si c'est des groupes qui ont été, voilà, si c'est des groupes qui vivaient déjà ensemble ou si ce sera des groupes à former, etc. pour prévoir un petit peu les box. Et une fois qu'on a trouvé du coup des refuges accueillants pour tous ces petits loulous, on lance du coup la dernière ligne droite, c'est-à-dire que le laboratoire lance les démarches administratives, tout ce qui est autorisation de sortie, contrat de cession, etc. et contacte un transporteur pour pouvoir justement déposer les animaux directement au refuge accueillant. Et juste pour petite précision, c'est le laboratoire aussi qui prend en charge le transport des animaux. Donc c'est lui qui paye les transporteurs pour les déposer au refuge accueillant. Ok, d'accord. Et après, du coup, la recherche de famille, la rencontre avec la famille, donc j'imagine qu'elle se fait par l'intermédiaire du refuge, voilà, Oui, c'est ça. des gens qui se rendent physiquement au refuge et qui voient les chiens. Mais je sais que le Graal communique aussi sur les animaux qui réhabilitent. C'est quoi la part d'adoption? Est-ce que ça passe plutôt par le Graal ou est-ce que ça passe plutôt par le refuge? Ça passe 100% par les refuges. Alors nous, on est contactés régulièrement par des particuliers qui souhaitent adopter tel animal, chat, chien, tel âge, tel sexe, etc. On prend note, évidemment, mais c'est-à-dire que voilà, si on souhaite adopter un animal, il faut passer par le refuge. Parce que l'animal est adoptable sous contrat refuge avec les conditions d'adoption du refuge et nous on n'a pas notre mot à dire là-dedans, c'est-à-dire qu'on fait 100% confiance à nos refuges partenaires, on sait que voilà ils choisissent les familles idéales pour les loulous, donc on ne prend pas part là-dedans, c'est-à-dire qu'on les laisse 100% choisir les familles d'accueil. Mais oui, ça nous arrive d'être contactés du coup par des particuliers. Ce qu'on fait du coup, c'est qu'on essaie de les rediriger au maximum vers les refuges partenaires, puisqu'on on prend pas cette décision et on n'a pas de chien nous directement à proposer à l'adoption. Du coup, on les renvoie toujours vers les refuges accueillants pour les adoptions. Ok, super.
Du coup, donc, tu nous as bien spécifié que les laboratoires et unités de recherche étaient à l'origine de la réhabilitation avec le Graal. Quelles sont les relations que vous entretenez avec eux et par exemple, combien de laboratoires font appel au Graal de manière générale? Est-ce que vous avez des laboratoires partenaires, entre guillemets, qui travaillent avec vous? Comment ça se passe? Oui, alors déjà quand les laboratoires nous font des propositions de réhabilitation, quand c'est leur première réhabilitation avec le Graal en tout cas, évidemment on signe un contrat pour que toutes les clauses soient bien définies et que tout soit bien accepté par toutes les parties. Mais sinon c'est vrai qu'en général on a de très bons rapports avec les laboratoires. Ce que je veux dire par là c'est que évidemment oui, ça peut paraître bizarre quand on est extérieur à tout ça et on a peut-être du mal à le croire, mais on œuvre vraiment dans le même but, c'est-à-dire offrir une alternative à l'euthanasie aux animaux qui sont en laboratoire. C'est-à-dire que voilà, il faut bien garder en tête que les animaux qui sont en laboratoire, c'est un coût pour le laboratoire, pour les réhabiliter. Déjà un coût financier, parce qu'il faut voilà, payer le transport, etc. etc. Mais c'est aussi, je veux dire, c'est les employés qui font toutes les démarches sur leur temps de travail. Donc c'est quand même un coût pour le laboratoire. Et on va pas se mentir, l'euthanasie est quand même financièrement parlant plus économique et plus avantageuse pour les laboratoires. C'est-à-dire que ceux qui font l'effort de réhabiliter leurs animaux, évidemment, sont dans la même optique que nous. C'est-à-dire que leur objectif principal, c'est justement d'offrir une alternative à l'euthanasie à leurs animaux. Voilà, je rappelle aussi que c'est eux qui viennent vers nous, donc comme tu le rappelais, pour les réhabilitations, on ne saisit pas les animaux, etc., etc. Pour ceux qu'on connaît et avec qui on travaille, entre guillemets, ceux avec qui on réhabilite les animaux, je peux te dire qu'ils sont très soucieux du devenir de leurs animaux. C'est les premiers à se rendre sur les pages Facebook des refuges accueillants, sur les sites internet des refuges, etc., pour avoir des nouvelles, pour savoir si les animaux ont été adoptés, avoir quelques photos, savoir s'ils sont bien arrivés, s'ils s'adaptent bien, etc. Donc il y a vraiment un souci quand même de savoir ce que l'animal devient par la suite. Ils nous demandent aussi régulièrement des nouvelles après adoption. Donc une fois qu'on n'a plus de nouvelles sur les réseaux sociaux, etc., quelques mois après, généralement, ils reviennent vers nous. Est-ce qu'on a quelques photos? Est-ce qu'ils s'adaptent bien dans leur nouvelle vie? Qu'est-ce qu'en pense leur famille d'accueil, etc., etc. Donc c'est vrai qu'ils sont toujours à l'affût d'informations et de nouvelles de leurs anciens protégés. Donc on a de très bons échanges avec eux. Évidemment, je ne parle pas au nom de tous les laboratoires. On travaille avec quelques laboratoires avec qui on a signé des contrats. On ne travaille pas avec tous les laboratoires de France. Certains ne peuvent pas réhabiliter du fait des études, etc. Donc ce n'est pas forcément un choix de leur part. Mais évidemment, on ne sait pas ce qui se passe dans tous les laboratoires. Ailleurs qu'en France, on ne sait pas non plus ce qui se passe. Je suis pas en train de dire que c'est super, que c'est la vie idéale pour les animaux, hein, je suis pas en train de dire ça, mais il faut savoir que voilà, en tout cas, il y a des règles à respecter en laboratoire, les études sont soumises à des comités d'éthique, etc. Donc rien n'est laissé au hasard et je veux dire, il n'y a pas de souffrance inutile. Alors qu'on s'entend bien sur inutile, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas testés plus que nécessaire, etc. etc. Donc oui, en règle générale, on a de bons échanges avec eux et on a le même objectif, on va dire, qui est vraiment d'offrir cette alternative aux animaux de laboratoire. D'accord. Et en termes de chiffres, du coup, ça représente combien de laboratoires avec lesquels le Graal travaille? On en a pas mal. Les chiffres, je les ai pas sous les yeux, mais Ouais. on doit être à plus d'une cinquantaine de labos avec lesquels on travaille régulièrement sur des réhabilitations. D'accord, ok. Ok, trop cool. On va repartir un peu sur la réhabilitation et plutôt sur ce qu'on peut voir après en tant qu'adoptant de chiens réhabilités. Je voulais revenir un peu sur ce qu'on sait du chien avant son adoption. Tu nous as dit tout à l'heure, en parlant de l'adoption de Berlioz, que tu avais quand même eu quelques informations. Tu savais qu'il avait il avait été testé sur des vaccins, etc. Est-ce que c'est des informations qu'on a systématiquement? Enfin, c'est quoi le niveau d'information qu'on peut avoir sur un chien avant de l'adopter? Alors, du coup, en plus des informations de base, hein, c'est-à-dire âge, sexe, etc., le Graal demande systématiquement, pendant les réhabilitations, au laboratoire, du coup, de compléter une fiche de traçabilité. C'est une fiche qui est totalement anonyme et sur lesquelles vont apparaître toutes les informations concernant l'animal en question. Donc, on aura son âge, sa date de naissance, son numéro d'identification, son comportement, on aura toutes les informations sanitaires et médicales, on aura les vaccinations
stérilisation, on a les détartrages s'il y en a eu, par exemple. On a aussi les stérilisations, castrées, pas castrées, etc. On a vraiment une idée de tout ce qui s'est passé, une idée globale évidemment, sans entrer dans les détails de ce qui s'est passé avant. Et on a aussi, j'ai oublié de le préciser, mais oui, on a aussi le type d'étude. Donc on a toujours une petite idée de ce que l'animal a subi avant d'atterrir en refuge. Donc ce sont des informations qui ne sont pas anonymes et qui sont totalement publiques, donc qui peuvent être remises du coup aux adoptants sans aucun problème. D'accord, ok. Et est-ce que ça comprend aussi le mode de vie, l'environnement du chien? Oui, on a toujours une idée sur son environnement d'avant. On sait si c'est des animaux qui ont été promenés en laisse déjà, qui connaissent déjà l'extérieur. On sait comment ils vivaient, c'est-à-dire s'ils vivaient en groupe, s'ils vivaient seuls. Alors 100% des cas, je pense, vivent en groupe, c'est-à-dire qu'ils connaissent déjà les autres chiens, etc. Mais c'est vrai qu'on a toujours une petite idée de leur environnement d'avant. Alors c'est pas détaillé évidemment, mais ça nous laisse quand même une petite idée du comportement à adapter avec eux, du coup à adopter avec eux quand ils arrivent en maison, etc. Ok, trop cool. Du coup, tu nous le disais tout à l'heure aussi que vous avez quelques retours après les réhabilitations. Quel niveau d'information vous avez sur les retours après adoption et quel grand, je sais pas, peut-être souci d'éducation ou comportemental on peut rencontrer fréquemment sur les chiens qui sont réhabilités? Parce que j'imagine que malheureusement, il y a des soucis. Toi-même, tu nous en as parlé. Quel ressort vous avez sur les réhabilitations, si vous en avez? Ouais, totalement. On en a régulièrement. Généralement, c'est vrai qu'on demande toujours un petit retour aux adoptants et la majorité joue le jeu, donc c'est vrai qu'on a souvent des retours à ce niveau-là. Les problèmes, on va dire, récurrents, enfin problèmes entre guillemets, mais les petits soucis de départ, on va dire, on entend souvent parler du coup d'une crainte vis-à-vis des êtres humains et plus particulièrement des hommes, c'est ce que je te disais également tout à l'heure. Voilà, c'est vrai que c'est un peu plus difficile au début. On a des petits soucis de propreté également qui reviennent souvent. Pour certains, la propreté est plutôt difficile à acquérir au début. Ça se résout au bout d'un moment, hein, mais je veux dire, les débuts sont parfois un peu difficiles niveau propreté. On a eu aussi quelques retours d'hésitation face aux gamelles. J'ai eu le cas aussi avec Berlioz au tout début. On lui proposait une gamelle en inox, on lui mettait ses croquettes dans la gamelle en inox et il en avait peur. Alors j'imagine que c'est parce que il y avait son reflet, tu sais, au fond de la gamelle, j'en sais rien. Je l'explique pas spécialement, mais c'est vrai qu'il avait peur de la gamelle en inox. Les sursauts au moindre bruit au début, le lave-vaisselle qui se déclenche, une télé qui s'allume. Au début, c'est toujours sujet à sursaut, évidemment. Ouais, les bruits du quotidien sont pas connus, quoi. Donc, C'est ça, ouais, c'est ça. Donc tout est forcément, tout est vraiment à prendre de la vie normale. Donc c'est vrai qu'au début, un rien les fait sursauter. On a eu aussi quelques retours de difficultés d'apprentissage de la marche en laisse. Voilà, si c'est des animaux à qui on n'a jamais passé la laisse, ça se comprend également. Et quelques problèmes d'hyperattachement. À part ça, je t'avoue que ça se passe bien. Après, c'est des problèmes sur lesquels on travaille et qui finissent par disparaître, hein, je veux dire. Mais c'est vrai qu'au début, on peut y être confronté. Je rebondis aussi sur le fait que du coup, ça dépend les animaux. Je veux dire, les chiots, évidemment, ceux qui n'ont passé que quelques mois ou quelques semaines en laboratoire, évidemment, sont pas si flippés de tout ce qui les entoure. On a plus ce problème avec les chiens adultes ou les seniors, du coup, qui n'ont connu que le labo pendant longtemps. Mais sinon, les chiots, c'est vrai que généralement, ça se passe très bien et ils s'adaptent très vite. Ok, trop cool. On va passer maintenant à la partie conseils. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aimerais donner aux futurs adoptants qui souhaiteraient se tourner vers les chiens réhabilités après laboratoire? Oui, oui, bien sûr. Donc, le premier conseil, du coup, ce serait de télécharger sur le site internet le guide adoptant sur le site du Graal, du coup, parce qu'il y a pas mal de conseils et pas mal de petits tips pour débuter et pour les accueillir au mieux au départ. Donc, ça, ce serait le premier conseil. Je dirais aussi que ce serait peut-être bien d'adopter. Alors évidemment, on adopte quand on peut, mais si on a l'occasion d'adopter pendant un long week-end ou pendant des vacances, c'est l'idéal. Parce que c'est des animaux qui arrivent et qui sont flippés. Donc c'est bien qu'il y ait quelqu'un en fait pour les rassurer, qui puisse être avec eux voilà, 24 heures sur 24 au début voilà, pour les rassurer. Et puis pour créer un premier lien, hein, tout simplement. Je dirais que si on a un chien, c'est également un plus. Ils apprennent beaucoup par mimétisme. Moi, je sais que Berlioz a beaucoup appris en regardant Meiko. Il le suivait beaucoup. Il avait tendance à refaire exactement les mêmes choses. Donc, je dirais que c'est un plus aussi d'avoir un petit chien déjà présent à la maison. Mais sinon, globalement, ouais, c'est beaucoup d'amour, beaucoup,
beaucoup d'amour parce que voilà, ils ont besoin d'être mis en confiance. Voilà, il faut créer un lien avec eux assez rapidement. Et puis voilà, c'est le maître mot. Patience également. Beaucoup de patience. Comme je le disais, la propreté peut être longue, on peut avoir des peurs qui mettent pas mal de temps à disparaître, donc beaucoup de patience. Si on est quelqu'un qui est vite agacé, qui n'aime pas forcément attendre très longtemps avant d'obtenir satisfaction, c'est peut-être pas les chiens idéal, je vais pas mentir, mais c'est vrai qu'au début, les débuts peuvent être compliqués, peuvent être longs. Donc je dirais beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et voilà, les laisser faire les choses à leur rythme, pas les mettre en échec. Donc voilà, s'ils sont face à une situation qui les effraie, éviter de les y laisser trop longtemps, peut-être retenter régulièrement, mais sur des courts laps de temps, etc. Mais ouais, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de patience, et normalement, ça devrait le faire. Sinon, je tiens à préciser aussi du coup qu'au Graal, on a des vétérinaires et des comportementalistes conseils. Donc si les adoptants ont des petits soucis de comportement, ont des questions, des choses qui leur semblent pas très normales, pas très justes, je veux dire, il n'y a pas de souci, il faut contacter le Graal, on vous met en contact avec ces personnes et pour vous aider au mieux. Voilà. Ok, trop cool. Bah écoute, merci pour toutes ces bonnes recommandations. Je vais passer maintenant à la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie, du coup, de vivre toute cette aventure et d'avoir Berlioz à tes côtés? Eh ben, beaucoup de bonheur, comme on s'en doute, hein. Je veux dire, quand on adopte un chien, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est mon compagnon de vie, je suis le genre de personne à le prendre un peu partout où je vais. C'est pour ça qu'on voyage beaucoup aussi. Donc c'est vrai que ouais, ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Je pense qu'on a une très belle relation, je pense. On est très fusionnels et voilà, donc ça m'a apporté beaucoup de bonheur dans la vie de tous les jours. Je retrouve mes petites habitudes, même quand je suis à l'étranger, j'ai ma petite boule de poil avec moi et ça n'a pas de prix. Au quotidien, je vais pas te mentir, c'est mon shoot d'amour. Quand j'ai une journée difficile et que je rentre à la maison, je vois sa petite bouille. Instantanément, je vais mieux. Ouais, c'est incroyable, hein, ça. Niveau mental, c'est fou ce que ça m'apporte aussi. Voilà, c'est comme tous les chiens après, hein, il me rend meilleur, ça m'apprend la patience, il me fait bouger de mon canapé. Voilà, pendant mes voyages, il me fait découvrir le monde différemment parce que voilà, quand on voyage, quand on est touriste, etc., on a tendance à visiter les lieux touristiques et tout ça. Lui, je peux te dire qu'au Mexique, on en a fait des volcans que j'aurais pas forcément fait, mais juste pour faire des petites randos, des petits coins sympas où il puisse se balader tranquille. Donc ouais, ça m'apporte au quotidien. Ouais, c'est de l'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Ouais, trop cool. Trop, trop cool. C'est trop beau. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs? Des ressources qui pourraient aider les gens qui souhaiteraient se tourner vers les animaux de laboratoire réhabilités? Les guides adoptants du coup de la réhabilitation, ça peut être pas mal sur le site internet du Graal. Mis à part ça, je t'avoue que moi personnellement, j'ai pas d'autres ressources, j'ai pas éduqué mon chien en suivant telle ou telle méthode, etc. Mais je pense que le meilleur départ possible, ce serait du coup le guide adoptant. Ok, trop cool. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre toutes vos aventures avec Berlioz et qui souhaiteraient découvrir le Graal? Ben, du coup, pour suivre Berlioz, c'est sur sa page Insta, donc Berlioz-du-bas, traveling-beagle, Berlioz de Traveling Beagle. Pour soutenir le Graal, bah, alors il y a plusieurs cas de figure, hein. S'il y a des bénévoles ou des salariés d'un refuge ou d'une asso qui nous écoutent, qui sont intéressés par la démarche de réhabilitation du Graal et qui souhaitent s'investir ponctuellement du coup dans la réhabilitation d'animaux de laboratoire, ils peuvent nous contacter du coup sur la rubrique contact de notre site internet. Si jamais il y a je sais pas moi, des employés de laboratoires de recherche qui nous écoutent et qui souhaitent du coup réhabiliter les animaux de laboratoire, idem, un petit message dans la rubrique contact de notre site internet pour avoir plus d'infos, savoir comment ça se passe, etc. Et si jamais on est un particulier, on écoute le podcast et on trouve la démarche du Graal fort sympathique, à ce moment-là, on peut visiter déjà le site internet du Graal. Donc, je vais le donner là, hein, graal-du6 défenseanimal.org. On peut nous suivre sur les réseaux sociaux, on partage toutes nos réhabilitations, on tient au courant nos followers de tout ce qui se passe. Du coup, sur Facebook, Instagram, Twitter et même LinkedIn. Et sinon, ah oui, on peut aussi donner les gouttes du moteur de recherche Lilo au Graal, parce qu'on est aussi sur le moteur de recherche Lilo. Donc si jamais on veut soutenir le Graal de cette façon, on le peut.
Mais voilà. Mais sinon, la meilleure façon de soutenir le Graal, c'est encore d'adhérer au Graal. L'adhésion au bas prix est à 12 €, il me semble. C'est des adhésions annuelles et ça nous permet du coup de réhabiliter toujours plus d'animaux de laboratoire et d'aider également nos refuges partenaires à en accueillir toujours plus. Donc en leur permettant du coup financièrement d'agrandir les enclos, d'acheter le matériel médical nécessaire aux soins de nos loulous, etc. etc. Donc voilà. Et juste, je vais être un petit peu embêtante, mais si je peux faire un petit SOS aussi pour un de nos petits braques qui s'appelle Makula et qui est actuellement du coup au refuge de Cliron, à la SPA de Cliron, qui écope de 2 ans de refuge derrière lui. Il a été réhabilité du coup il y a 2 ans et ça fait 2 ans qu'il est en refuge. Il a été adopté du coup par une famille pendant quelques mois et il a commencé à montrer un petit peu d'agressivité, on va dire, c'est-à-dire qu'il commençait à grogner un petit peu quand on le délogeait du canapé, etc. Les adoptants par sécurité ont choisi de le redéposer en refuge où il est encore actuellement. Et c'est vrai que 2 ans de refuge pour un petit loulou réhabilité de labo, c'est pas le top. Donc si jamais quelqu'un nous écoute, cherche actuellement un chien et souhaite faire une super action, n'hésitez pas à contacter la SPA de Cliron pour le petit Makula qui cherche actuellement une famille à qui montrer à quel point il est super, super génial. Donc voilà, il est adoptable partout en France également. Donc si jamais ça tente quelqu'un, n'hésitez pas. Trop cool, le message est passé. Donc voilà, j'espère que ça le fera. J'espère aussi. Super. Écoute, merci beaucoup Anissa d'avoir partagé toute ton aventure. Et puis à bientôt. À bientôt, merci à toi, c'était un plaisir. Salut. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Anissa et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @Berlioz de Traveling Beagle avec des underscores à chaque mot et @La Niche Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!